Jean-Marc Van Den Ende, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de Framax et gérant de l'hôtel L'Orange à la Louvière et d'autres sociétés également. Tout à fait. Je suis administrateur et de cette société qui s'appelle Framax. Framax qui est initialement, je vais dire, les initiales de mes enfants, François Maxime, où j'ai le grand plaisir à ce jour, auquel il m'entoure au quotidien. Donc c'est aussi très important dans la vie d'un entrepreneur et à ce jour, cette société Framax qui est un peu cette société holding, je suis entouré de mes deux enfants qui ont 30 ans et 27 ans. Et en dehors de tout ça, nous avons différentes activités, je vais dire, dans l'hôtellerie notamment. Nous sommes propriétaires, nous avons la gestion de l'hôtel Orange, situé à la sortie de la Louvière, près de l'autoroute. Et nous avons aussi des sociétés dans le stockage et principalement l'activité de Framax aussi est du développement immobilier de type commercial avec de belles enseignes nationales que tout le monde connaît un peu, je vais dire. Et nous accompagnons ces gens dans leur développement immobilier et nous avons pas mal de projets en cours et nous avons pas mal de grains à moudre. Alors, en parlant de projets, dans Soit dit en passant, vous savez qu'on s'intéresse surtout à l'individu qui se cache derrière la fonction. Et vous êtes ici pour parler justement d'un projet, d'un challenge complètement fou que vous avez relevé l'an dernier. Voilà, tout à fait. Il faut être un peu fou. Je pense que dans les affaires, il faut être un peu fou, il faut être audacieux. Mais voilà, avec une bande d'amis, nous avons mis au point, je vais dire, le challenge de réunir la Belgique à l'Afrique du Sud, et plus particulièrement l'abbaye de Bonne-Espérance, où voilà, personnellement j'y ai fait mes études, et en internat encore dans un ancien cliché, si je puis dire, et voilà, donc tout le monde de notre équipe connaissait très bien l'abbaye de Bonne-Espérance, et nous sommes dit, nous allons aller au cap de Bonne-Espérance. Bonnesse, tout simplement, et voilà, l'idée avait germé, et nous l'avons mise en pratique. Comment elle est venue justement cette idée? Et quand on a une idée comme ça, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'idée complètement folle à quelque chose de concret? Disons qu'auparavant, le milieu de la moto et la découverte ne nous étaient pas inconnus, donc nous avons fait des choses déjà en Afrique et autres, mais sur des plus petites périodes et des voyages quasiment organisés. Et avant Covid, je vais dire, on se disait toujours, mais tiens, Bonnesse, on devrait le faire. Le Covid venant, l'âge venant aussi, parce que il faut quand même encore avoir un peu de conditions pour pouvoir le faire. Et à un moment donné, nous nous sommes regardés et on s'est dit, on le fait, quoi. Mais on le fait, mais voilà, c'est une aventure, c'est une entreprise que nous devons mettre en route pour pouvoir le faire. Dans tout ce qui est préparatoire et autres, tout ce qui est traversée de pays, tout ce qui est visa, tout ce qui est assurance. Mais à un moment donné, je vais dire, il faut donner une date, un point de départ, et vous partez vers l'aventure avec le grand A. Donc beaucoup de préparatifs, vous l'avez dit, administratifs, Oui. Physique également? Un peu aussi physique, il faut y faire attention, il faut ménager sa monture aussi tout le long du parcours. Il est vrai que nous ne faisons pas ça dans le mode Paris-Dakar, parce que c'est pas une course, hein. Nous avons pris le temps de faire ce voyage, de faire ces rencontres, de traverser un continent, parce que c'est 18 pays, c'est des cultures différentes et autres, mais nous l'avons fait, je vais dire, en prenant le temps. Alors comme vous le disiez précédemment, c'est une aventure que vous avez partagée à plusieurs. Comment est-ce que l'équipe s'est formée? Et est-ce qu'elle était constituée de profils complémentaires? Tout à fait, il fallait être complémentaire. Maintenant, nous avons fait ça en petits groupes, c'est-à-dire nous sommes partis à 5. Il était prévu qu'un de nos coéquipiers, notre ami Jean Fadel, s'arrêtait au Sénégal parce qu'il devait marier sa fille, il avait des impératifs de temps et autres, mais il a pris le temps d'aller déjà jusqu'au Sénégal. Et par la suite, nous avons continué à 4. Donc, le noyau dur de tout ça, je connaissais René Delabie qui avait 64 ans à cette époque, qui a 65 ans maintenant, qui se disait c'est le moment ou jamais de le faire aussi. Lui était pilote moto professionnel. Il m'a fait rencontrer Gianni, qui est pilote de ligne à l'Italia, donc il fait des grands voyages. Donc c'était un homme qui a déjà visité tous les continents et autres. Je ne le connaissais pas et indirectement, j'ai apporté un ami d'enfance qui est Vincent Platiot, et qui est ingénieur de formation. Et voilà, donc nous nous sommes rencontrés. Je ne connaissais pas Gianni, René ne connaissait pas Vincent, et ça a matché. Et alors automatiquement,
nous avons préparé ce voyage, chacun avait ses fonctions bien définies, et parce que nous sommes partis sans assistance, sans rien du tout, il faut le savoir. Alors, on ne peut pas imaginer que vous ayez parcouru près de 18 000 km comme ça, sans embûches, vous ne parlez pas d'assistance, etc. Quelles ont été les grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Les grandes difficultés, c'était peut-être aussi impérativement le temps, parce que bon, nous avions nos visas qui se succédaient dans tous ces pays, donc il fallait s'assurer qu'on soit dans les temps. Il y avait des pays où on n'avait que des visas une petite semaine, quelques jours et autres. Nous sommes retrouvés, je vais dire, sur des embûches particulières, je vais dire notamment, nous sommes arrivés au Bénin. Voilà, la frontière, le Nigeria, avec tout ce qu'on peut entendre de positif et de négatif sur le Nigeria, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun était fermée. Donc il s'est dit, est-ce qu'on s'engouffre dans le Nigeria, qui est quand même un pays qui nous laissait certaines inquiétudes. Mais nous avons décidé à Cotonou, à un moment donné, on se dit on ne peut pas arrêter cette aventure, on pouvait tout remettre dans un container, remonter, mais on n'atteignait pas le but final. Donc on a décidé sur l'instant, je vais dire, de mettre les motos via DHL et autres sur palette, et nous avons survolé, je vais dire, le Nigeria et le Cameroun pour arriver au Gabon, à Libreville, où nous avons pu continuer notre périple. Petite pause dans le déroulé du parcours, on revient un peu en amont. Il y avait aussi, au-delà de la performance, il y avait aussi un volet humanitaire à ce périple. Tout à fait. Nous ne voulions pas faire ce projet égoïstement, en se disant, voilà, on prend le temps et autres. Nous sommes en majorité aussi des entrepreneurs dans cette aventure, et nous avions récolté, nous avons fait un compte spécial, nous avions récolté 35 000 euros. De ces 35 000 euros, on s'est dit, on va faire de l'humanitaire sur l'instant. Donc, ne sachant pas ce que nous allons découvrir, et nous avons eu de nombreuses rencontres, on s'est dit, ici, il faut faire quelque chose. Donc, nous l'avons fait. Nous l'avons fait aussi en entourant une organisation humanitaire qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est une organisation de mécénat, je vais dire, de médecins en France, qui rapatrie entre 200 et 300 enfants de toute l'Afrique, de tout le continent africain. Lorsqu'un enfant est diagnostiqué avec un problème cardiaque incurable et autres, qui est condamné, je vais dire, cette infrastructure, cette ONG rapatrie un enfant. Donc sommairement, parce que, bon, pour parler chiffres, rapatrier un enfant d'Afrique, c'est 12 000 euros pour pouvoir l'opérer, le mettre dans une famille d'accueil et autres. De notre budget de 35 000, nous avons dédié 12 000 euros, je vais dire, à un enfant que nous avons rencontré après notre périple, qui est arrivé ici à Lille. Et voilà, le petit Mamadou, qu'on est fier aussi d'avoir pu contribuer à lui apporter certainement des jours meilleurs par la suite, quoi. Donc, mais bon, le reste de la cagnotte, c'est vrai, c'était... Vous traversiez un village, vous voyez que les conditions étaient précaires. Nous avons vu des écoles, mais qui n'avaient pas de cuisine, qui n'avaient pas de toilettes. C'était vraiment, avec la montée des eaux, les moustiques, le choléra, enfin je vous passe les détails, mais tout ça, on se disait, mais ici, il faut faire quelque chose. Donc nous prenions à témoin le maître d'école, nous prenions plusieurs personnes, et nous envoyions, à partir de notre compte, on reprenait contact avec la Belgique, et on envoyait chaque fois une somme qui pouvait pouvoir les aider. Donc on a essayé de faire le Père Noël lors de notre passage, et d'aider ces gens qui en ont grandement besoin. Alors, vous parlez de la manière dont vous avez pu impacter sur la vie des locaux que vous avez rencontrés. On imagine qu'un périple comme celui-là, ça a un impact sur votre vie aussi. Quels enseignements est-ce que vous tirez de ce voyage, et en quoi est-ce que ça vous a changé, si ça vous a changé ? Bien sûr, on ne reste pas indifférent après un voyage comme ça, parce que bon, on a beau peut-être voyager en Afrique via un avion, via certaines capitales, quand vous transpirez ce pays par le fait que en moto, je vais dire, vous vivez, vous absorbez ce pays par tous les sens, ça nous a changé au fond de nous. Il faut rester très humble, parce que bon, nous avons la chance d'être dans des pays démocratiques, d'être dans des pays libres, où on a un système social, où on se plaint de beaucoup de choses aussi chez nous, mais restons humbles, parce que tout ce que nous avons découvert en traversant tout ce continent, ils sont 1,4 milliard sur ce continent, nous avons beaucoup de chance, et il ne faut pas... Ne brûlons pas nos chances, c'est ce que je peux retirer comme enseignement, parce que bon,
Vous savez, on a de la misère chez nous, on a beaucoup de choses qu'on dit qu'ils ne vont pas, qui ne vont pas, mais je crois qu'ils sont dans une autre dimension là-bas. Alors pour revenir à votre quotidien, vous quelque part, un challenge à relever, la planification d'un tel périple, les contretemps, les solutions à trouver, etc., ce sont finalement des paramètres que l'on connaît aussi quand on gère une entreprise. Est-ce que être chef d'entreprise au quotidien, ça vous a un peu facilité la tâche ? Ben, tout à fait, parce que bon, c'est tout à fait une entreprise, ce sont des décisions que vous devez prendre au quotidien, parce qu'il n'y a pas de tour opérateur qui a organisé le voyage, voilà. Donc il fallait vraiment prendre ces décisions, c'est sur l'instinct, c'est sur le moment aussi, donc c'est vrai qu'être chef d'entreprise, prendre ses décisions et ses intuitions sur le moment, ça nous a un peu aidé aussi, quoi, je veux dire, parce que il est vrai qu'on n'avait personne à qui se retourner ou voir, je vais dire, crier au secours si on avait un problème. Il fallait être totalement indépendant. Et il est vrai que cette formation indépendante nous a énormément aidés. Eh bien, merci de nous avoir emmenés avec vous jusqu'à Bonnesse, de Bonnesse à Bonnesse. À bientôt. Oui. Peut-être sur route de Bonnesse ou Bonnesse, mais je ne vous le promets pas parce que je ne vais pas à moto. Mais voilà, mais bon, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de partage, j'invite à aller tous nos téléspectateurs ici de pousser ses limites et de faire. Les rêves sont accessibles, sachez-le, tout simplement. Merci. Voilà, merci à vous aussi.